Jules Verne, ça n'est pas qu'une superbe barbe, figurez-vous, puisque derrière cette pilosité luxuriante se cache le deuxième auteur le plus traduit au monde, juste derrière Agatha Christie, mais devant Shakespeare. Et parmi les millions de personnes qu'il a pu inspirer, il y a quelqu'un dont vous connaissez le nom, il s'agit de Walt Disney. Aujourd'hui, je suis accompagné de Bertrand Bonnefoy, qui est responsable publication chez The Walt Disney Company France, et nous allons parler de la présence des histoires de Jules Verne au sein des parcs Disney à travers le monde. Mais avant de parler parc à thème, on va d'abord évoquer le premier film Disney qui adapte un roman de Jules Verne, et c'est donc 20 000 lieues sous les mers. On est en 1954 et Walt Disney cherche à diversifier son offre au cinéma. À l'époque, c'est le film le plus cher d'Hollywood, jamais produit. Et en plus, l'histoire fait qu'il faut un tournage sur l'eau, sous l'eau, il y a des effets spéciaux qu'il va falloir maîtriser. Il s'agit de construire et de tourner 20 000 lieues sous les mers. 2 ans de travail, la technique la plus perfectionnée. Les caméras employées par Disney étaient toutes de fabrication française. Même au niveau histoire, parce que c'est un long roman qu'il faut synthétiser, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent être très compliquées à gérer. Et surtout que c'est pas le premier film, mais un des premiers films de la Walt Disney Company en live action, quoi. C'est un énorme succès, à la fois critique, puisque le film va recevoir 2 Oscars. The winner is 20,000 Leagues Under the Sea, John Meehan. Et les spectateurs vont adorer, et financièrement, ils vont largement rentrer dans leur budget. Et ce qui est intéressant, c'est que là où sur les films d'animation, Walt Disney s'est inspiré des contes européens, il fait exactement la même chose quelque part pour son premier grand film live action. Il reprend un auteur et un titre très connu, européen et français en l'occurrence, pour en faire un film hollywoodien. Ces scaphandriers aux allures étranges ont été fidèlement reconstitués tels que les voyait Jules Verne. Le roman de Jules Verne est une première étape, disons, en tout cas, marque quelque part la naissance du style steampunk, qu'on adore et qui est très à la mode aujourd'hui. I'm steampunk now. Yeah, I don't know what that is, man. Jules Verne. Et Harper Goff, donc l'artiste qui travaille avec Disney sur ce film, va quelque part donner une incarnation à ce style, et c'est une des premières incarnations visuelles du style steampunk. Et le Nautilus, du coup, va vraiment marquer le spectateur, et aura un impact même visuel très fort dans l'imaginaire de tout le monde, quoi. L'année suivante, en 55, Disneyland ouvre. À l'époque, pour des raisons budgétaires, Walt Disney annule en fait la construction de Tomorrowland, c'est-à-dire que le parc est censé ouvrir avec que 4 landes et pas les 5 prévus. Sauf que, je crois que c'est en décembre, Walt Disney change d'avis et dit que non, il faut que Tomorrowland ouvre au moment de l'inauguration de Disneyland, donc en juillet 55, donc 6 mois après. Ils vont monter des bâtiments qui seront vides, ils vont faire 1 ou 2 attractions, faire quelque chose de très limité, et en gros il faut qu'ils trouvent quand même des choses à exposer dans les bâtiments construits, et c'est là où Walt Disney va avoir l'idée d'exposer les décors de 20 000 lieues sous les mers. Comme c'est 1 an après, certains disent que c'est les décors du film, d'autres disent que les décors ont été détruits, soit intégralement, soit en partie, du coup ont dû être reconstitués pour Disneyland. Mais en gros, l'idée c'est que le visiteur aille voir les décors du film, ouais. Et c'est pas, contrairement à ce qui va arriver à Disneyland Paris des décennies plus tard, on n'est pas dans le film. Et du coup, c'est une attraction qui est censée être temporaire, sauf que pour le coup, c'est un énorme succès, et elle va rester ouverte pendant 11 ans, jusqu'en 1966. En 1959, ce Tomorrowland qui a donc été construit un petit peu à la va-vite va être agrandi, et plusieurs nouvelles attractions vont y être créées, dont une qui s'appellera Submarine Voyage. Et là où on pouvait imaginer que 20 000 lieues sous les mers aurait été le film idéal pour faire une attraction de sous-marin, Walt Disney va au contraire choisir de prendre des sous-marins militaires comme base de son attraction, parce qu'à l'époque c'est vraiment ces sous-marins qui représentent le futur pour les visiteurs. Mais au même moment, Disney planche déjà sur le projet d'un nouveau parc, enfin d'un nouveau resort, beaucoup plus grand que celui de Californie, et en 71 ouvre donc Disney World en Floride, ouverture à laquelle il n'assistera pas puisqu'il meurt 5 ans avant, en 66. Et donc en 71, les imagineurs travaillent sur le projet de parc en Floride. Ils voient que l'attraction des sous-marins en Californie reste ultra populaire. Par contre, le problème, c'est que le thème des sous-marins militaires est un peu passé de mode. Donc ils sont face à ce double problème d'attraction très aimée du public et en même temps un peu démodé en Californie. Et du coup, ils vont reprendre Jules Verne pour en faire la base de cette attraction. Les seules modifications, mais qui en fait changent tout, c'est que les sous-marins, au lieu d'être des sous-marins lookés nucléaires, ils reprennent le look du Nautilus. Ils intègrent la musique du film, ils mettent la voix du capitaine Nemo
pendant le ride. Et du coup, même si globalement la technologie est la même qu'en Californie, l'esprit du ride et l'expérience des visiteurs est complètement différente, quoi. Même si elle est très populaire à son ouverture, elle va un peu perdre en intérêt au fur et à mesure des années. Elle est très très chère à entretenir parce que tout se passe sous l'eau, donc dès qu'il faut réparer quelque chose ou rénover, repeindre, etc., faut tout vider. Enfin, ce sont des temps de fermeture qui sont très longs. Elle prend un espace au sol qui est immense comparé à sa capacité qui reste assez limitée. Donc à un moment, la décision est prise de la fermer. Sauf qu'un des sous-marins, effectivement, a été immergé au large de l'île de Disney dans les Caraïbes et les visiteurs peuvent faire de la plongée autour de l'ancien sous-marin de l'attraction et aller voir le Nautilus au fond du lagon. On continue d'avancer dans le temps et on arrive enfin au pays de Jules Verne, la France, à Euro Disney en 1992, l'année de son ouverture. Attention, et voilà! Ça y est, c'est fait, Euro Disney est officiellement ouvert. Mais en bon Gaulois que nous sommes, on n'allait pas laisser les ricains faire n'importe quoi sur nos bonnes terres de Seine-et-Marne. Il faut adapter le concept du parc Disneyland à la culture française et européenne. Et c'est là que beaucoup de noms d'attractions, de noms de restaurants ou de boutiques, etc. vont être traduits en français, que pour la création du château, par exemple, il va y avoir des sources d'inspiration très françaises, comme le Mont-Saint-Michel, par exemple, et qu'une attraction très européenne va être construite à Discoveryland, la version locale de Tomorrowland. On est actuellement à Discoveryland et c'est là qu'on peut retrouver toutes les grandes attractions qui sont inspirées des inventeurs. Qui s'appelle le Visionarium. Le concept, c'est un film à 360 degrés. Donc il y a un concept qui était très à la mode à l'époque. Imaginez une seconde que vous pouvez regarder dans toutes les directions sans bouger la tête. Sympa, non? Et qui raconte en gros un voyage dans le temps avec Jules Verne qui va découvrir les innovations technologiques de l'époque, donc des années 90. À Euro Disneyland, c'est Jules Verne, le héros d'un voyage à travers le temps. Un film écrit par Jean-Claude Carrière et réalisé par Jeff Bliss, et où pour la première fois sont utilisés des audio-animatronics, des effets spéciaux générés par ordinateur. L'histoire de ce film, c'est l'histoire de Jules Verne, qui, comme vous le savez, était un écrivain qui voyageait dans le futur, qui avait imaginé un tas de choses. Il revient sur Terre et il s'aperçoit que ce qu'il avait imaginé existait et fonctionnait. Alors c'est l'émerveillement. Il a l'air content, non? Ouais, mais c'est interdit. Le train en France, ça se fera à l'intérieur. Avec des acteurs français, européens, un tournage pareil en Europe. Voilà, donc une attraction conçue spécifiquement pour le parc français. Michel Piccoli dans le rôle de Jules Verne. Explorer le temps. Mais aussi Gérard Depardieu, Jean Rochefort et Nathalie Baye et bien d'autres encore ont décidé de vous faire partager ce moment d'histoire. Voilà, il ne vous reste plus qu'à venir voyager avec Timekeeper, Nine et Jules Verne. Sensation garantie. Mais comme chacun sait, les premières années de Disneyland Paris seront très difficiles, le public n'est pas vraiment au rendez-vous et il faut donc passer tout de suite à la vitesse supérieure avec une offre plus large et toujours plus française. Ça va se passer en deux temps. En 94, ils vont ouvrir l'attraction qui s'appelle les Mystères du Nautilus. Nous sommes à Euro Disneyland de Paris devant une des toutes nouvelles attractions du parc qui s'appelle le Nautilus. Alors Nautilus, ça veut dire quelque chose? Jules Verne, ça veut dire quelque chose? Oui, il va milieu sous les mers, Kirk Douglas, il était si beau. Donc là, contrairement à ce qu'on avait vu à Disneyland où on visitait les décors du film, là, les guests sont immergés dans l'univers de Jules Verne et vont visiter directement le Nautilus. Donc c'est la salle des machines, voilà. Ici de ce Nautilus. Ah, ce Jules Verne quand même est exceptionnel. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment qu'un décor puisque l'attraction se passe ailleurs dans le parc en fait. Puisqu'une fois qu'on rentre dans le phare qui sert d'entrée à l'attraction, il y a un long tunnel qui nous amène ailleurs et pas dans le Nautilus. Ceci est le sas de plongée, par où passent les scaphandriers pour sortir du sous-marin. C'est pour aller voir les poissons rouges. D'accord, et alors là-bas, les scaphandres, les tenues, les bouteilles d'oxygène. Si toutefois tu aurais envie d'aller pêcher quelques petits poissons. Mais en termes de reconstitution, de détails, etc., c'est quand même un endroit assez passionnant à visiter, quoi, et qui vaut le détour. En 95, Disney ouvre Space Mountain de la Terre à la Lune. Disneyland Paris inaugure aujourd'hui le plus sophistiqué de ses 40 attractions, Space Mountain, directement inspiré du voyage imaginé par Jules Verne. À l'époque, c'est l'attraction la plus chère du monde. Sachez tout de même que ce joli manège a tout de même coûté plus de 600 millions de francs. En termes d'innovation pour Disney, c'est une attraction donc, qui a 3 loopings. Aucune attraction n'a autant de loopings chez Disney. C'est une attraction dans le noir, c'est une attraction avec un audio embarqué et une musique composée spécifiquement pour le ride. On a donc décidé que sur chaque siège, on aurait 6 haut-parleurs autour de la tête qui feraient barrage au bruit ambiant pour entendre juste ce qu'on a envie d'entendre.
C'est un départ incliné et propulsé, donc là aussi grande première pour Disney. Et c'est surtout une attraction qui est inspirée d'un roman qui n'a jamais été adapté nulle part ailleurs par Disney. L'attraction est un chef-d'œuvre, on peut dire, puisque l'extérieur, l'intérieur, enfin l'ensemble de l'expérience de la Terre à la Lune est très cohérente. Et dès qu'on arrive dans le land, qu'on voit au fond la montagne, le canon, la fumée qui sort, les explosions et tout, c'est quelque chose qui attire vachement, qui fait peur, qui impressionne, qui fascine. Voilà, dès qu'on la voit, qu'on se rapproche, qu'on rentre dans l'attraction et qu'on la fait, c'est toute une histoire est racontée du début à la fin, quoi. Disney va beaucoup investir en communication avec des campagnes de pub qui sont pour l'époque hyper marquantes, que tous les fans connaissent encore aujourd'hui. Space Mountain, la plus grande aventure de la galaxie à Disneyland Paris. Et la fréquentation du coup va remonter. Et donc le succès est total pour cette attraction. Avec la projection à 360 degrés du Visionarium, avec le Nautilus et tout dernièrement avec Space Mountain, je suis sûr qu'on est d'accord, il faut l'avouer, Jules Verne est vraiment à l'honneur ici sur le parc Disneyland Paris. Il est temps maintenant de faire route vers l'Est avec l'ouverture du deuxième parc Disney au sein du resort Tokyo Heat en 2001. Il s'agit de Tokyo Disney Sea et c'est un parc qui est aujourd'hui considéré par beaucoup comme le meilleur au monde. La construction de Tokyo Disney Sea va être l'occasion d'ouvrir un land totalement dédié à Jules Verne pour le coup. Donc le land s'appelle Mysterious Island, là aussi qui renvoie à un roman de Jules Verne, l'île mystérieuse. C'est un énorme volcan qui va devenir en fait l'emblème du parc Disney Sea. Et à l'intérieur, il y a deux attractions qui sont liées à des romans de Jules Verne. Une nouvelle itération de 20 milieux sous les mers. Là, la technologie a encore évolué et contrairement au parc américain et ce qui avait un peu causé la perte de l'attraction, il n'y a plus d'eau. Donc le véhicule n'est pas immergé dans des litres et des litres d'eau, mais est suspendu à un rail au plafond du bâtiment en fait. Du coup, l'ensemble du ride est sec. Et pour simuler le passage sous l'eau en fait, les hublots sont en double paroi. Il y a de l'eau intégrée entre les deux parois du hublot et des petites bulles qui sont injectées dans les hublots pour donner l'impression qu'on est sous l'eau. Et surtout, il y a un deuxième ride qui est Voyage au centre de la Terre, et qui pour le coup là est un peu le chef-d'œuvre comme l'était Space Mountain en France. Le principe c'est d'embarquer dans des véhicules roulants qui sont comme des foreuses ou des véhicules de mine en fait, qui vont descendre sous terre de plus en plus profondément et au fur et à mesure de l'avancée du ride en fait et où le visiteur s'enfonce sous terre, il va voir des espèces animales et végétales de plus en plus étranges jusqu'à tomber sur une espèce de monstre géant. Et à ce moment-là, le volcan entre en éruption et le véhicule est expulsé du volcan. Et donc le Japon, c'est un peu à la fois l'apothéose de l'exploitation, disons, de Jules Verne dans les parcs d'attractions, puisque c'est un land, deux attractions énormes, enfin tout et c'est deux attractions très réussies, donc c'est vraiment un peu le sommet d'Imagineering sur Jules Verne. Et en même temps, ça marque la fin de l'exploitation de l'auteur et de ses romans dans les parcs Disney, puisque en 94, donc déjà les sous-marins de Floride avaient fermé, De la Terre à la Lune sera remplacé par Mission 2 en 2005, et en Californie, où les sous-marins étaient fermés mais pas encore démantelés, ils les ont réouverts mais sur Le Monde de Nemo, donc le film Pixar. Donc aujourd'hui, Jules Verne dans les parcs Disney, c'est Tokyo Disney Sea et l'émissaire du Nautilus à Paris. Et voilà qui conclut notre tour du monde des adaptations des romans de Jules Verne en attraction par Disney. Un grand merci à Bertrand de m'avoir reçu et d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce voyage. Moi je vous dis à la prochaine. La grosse bise!